Imaginez, on est en février 1959. 9 randonneurs, l'élite de l'Union soviétique, des jeunes sportifs entraînés, partent pour une expédition dans les montagnes de l'Oural. Quelques semaines plus tard, on retrouve leurs corps dispersés sur plus d'1 kilomètre dans la neige. Certains sont en sous-vêtements par moins de 30 degrés, d'autres ont le crâne fracassé. L'une d'entre eux n'a plus de langue ni d'yeux. Mais le détail qui a rendu fou le KGB et les enquêteurs pendant 60 ans, c'est leur tente. Elle n'a pas été ouverte normalement, elle a été découpée au couteau de l'intérieur. Qu'est-ce qui peut pousser 9 randonneurs expérimentés à détruire leur seul abri en pleine nuit polaire pour courir pieds nus vers une mort certaine? Alien, expérience militaire, Yeti ou quelque chose d'encore plus terrifiant? Aujourd'hui, on rouvre le dossier Dyatlov et vous allez voir que les réponses nous viennent peut-être de Disney et de la Suisse. Salut à tous, c'est Peanut, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez bien profité du soleil de Los Angeles dans la dernière vidéo, parce qu'aujourd'hui, on change radicalement d'ambiance. Faites comme moi, sortez une bonne veste, on part en Sibérie. L'affaire du col de Dyatlov, c'est le Titanic de la montagne. C'est le plus grand mystère du XXe siècle. Pendant des décennies, ce dossier est resté classé secret défense. Mais avant de parler des morts, il faut comprendre qui étaient les vivants. Parce qu'on oublie souvent que ce n'était pas juste des victimes. C'était des jeunes avec toute la vie devant eux. On est le 23 janvier 1959. Le groupe se forme à l'Institut Polytechnique de l'Oural. Le leader, c'est Igor Dyatlov, 23 ans, étudiant talentueux en ingénierie radio et montagnard hors pair. C'est d'ailleurs lui qui a conçu le poêle portatif qu'ils vont emmener avec eux. Avec lui, 9 autres personnes. Yuri Dorochenko, 21 ans, Lyudmila Dubinina, 20 ans, Alexandre Kolevatov, 24 ans, Zinaïda Kolmogorova, 22 ans, que tout le monde appelle Zina, Yuri Krivonichenko, 23 ans, Rustem Slobodin, 23 ans, Nikolai Thibault-Brignol, 23 ans, et Yuri Yudin, 20 ans. Plus un vieux de 38 ans, Semyon Zolotaryov, un vétéran de la guerre et professeur qui a rejoint le groupe à la dernière minute. Ils partent de Sverdlovsk et après un périple combinant train, camion et ski, ils arrivent le 25 janvier à Ivdel, d'où ils envoient les dernières cartes et télégrammes à leurs familles et amis. Ils rejoignent ensuite District 41 à l'arrière d'un camion, puis le village minier abandonné de North 2 en traîneau. Malheureusement, le 28 janvier, Yuri Yudin, l'un des membres de l'équipe, est frappé par une sciatique fulgurante aggravée à cause du vent qui soufflait à l'arrière du camion. À l'entrée de la zone sauvage, il doit se rendre à l'évidence. Il ne peut plus continuer. N'arrivant plus à porter son sac et à marcher, c'est à contre-cœur qu'il repart en traîneau. Sur les photos prises ce jour-là, on voit les randonneurs s'embrasser. Lyudmila serre Yuri dans ses bras. Et Igor lui donne les dernières instructions pour le retour. Yuri regarde ses 9 amis s'éloigner sur leur ski, s'enfonçant dans les plaines enneigées. À ce moment-là, tout est parfait. L'équipement est solide, la météo est gérable et le groupe progresse bien. Les journées qui suivent sont paisibles. C'est le moment où le groupe s'enfonce véritablement dans la zone sauvage, loin de toute trace humaine, mais avec une sérénité totale. Le 29 janvier, les randonneurs s'élancent sur les skis. Leur progression se fait le long de la rivière gelée Lozva. La chance leur sourit, ils tombent sur une piste tracée par les chasseurs locaux, les Manzi. Ça leur évite de devoir faire la trace dans une neige trop profonde, ce qui économise énormément d'énergie. Dans son journal, Lyudmila mentionne que le groupe est de très bonne humeur. Zina, quant à elle, écrit dans son journal « Aujourd'hui,
c'est l'anniversaire de Jurka. Nous allons d'abord à Lozva, puis nous nous dirigeons vers Ospia. Les environs sont magnifiques. Des mansi sont passés le long d'Ospia. On distingue un sentier, des ornières, un chemin. Nous voyons souvent des panneaux mansi sur le sentier. Je me demande ce qu'ils indiquent. Le sentier mansi se dirige maintenant vers le sud. Nous voilà tous les trois assis, Rustic, Jurka et moi, à attendre les autres. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit près des pistes de ski. On fait un feu de bois avec Jurka. On a parlé du passé. Quel coureur de jupons! Aujourd'hui, le groupe a quitté la vallée de la Lozva pour s'engager le long de la rivière Ospia. La forêt se fait de plus en plus dense et de plus en plus silencieuse. C'est une journée de pure contemplation malgré la température de moins 13 degrés. Tout le monde semble heureux. Le 30 janvier, il fait froid. Moins 17 au petit matin, moins 13 en journée et moins 26 la nuit. Mais comme l'écrit Dyatlov dans son journal, ce sont des températures tout à fait normales dans l'Oural à cette saison. La journée du 31 janvier commence dans une lumière hivernale cristalline. Le groupe atteint le bord des hautes terres. Devant eux, la rivière Ospia s'efface pour laisser place aux contreforts rocheux. Ils sont d'excellente humeur. Le moral est d'autant plus haut qu'ils ont réussi à maintenir une moyenne de progression impressionnante malgré l'épaisseur de la neige. Ils se sentent invincibles, portés par l'air pur et la solidité du groupe. Le lendemain, le 1er février, le départ est donné vers 15h. Ce départ tardif est volontaire. Ils veulent éviter de s'épuiser avant de franchir le col. Ils remontent la pente du Kolatsiakl. La montagne n'offre ce jour-là qu'un défi technique classique pour ses experts. Vers 17h, le vent commence à s'intensifier, soulevant une fine poudreuse. Plutôt que de redescendre vers la forêt protectrice, ce qui leur aurait peut-être fait perdre 1,5 km de progression, Dyatlov prend, semble-t-il, une décision tactique audacieuse, mais qui peut sembler logique. Établir le campement à flanc de montagne. Le 1er février, le groupe arrive au pied du mont Kolatsiakl. En langue mansi, le peuple local, ça veut dire la montagne morte. Ça s'invente pas, mais l'origine du mot vient avant tout de l'absence de végétation sur ces hauteurs. Ils décident de bivouaquer sur la pente, peut-être pour ne pas perdre l'altitude comme expliqué précédemment. Grave erreur? Peut-être. Ils creusent la neige pour aplanir le sol. Ils plantent la tente, posent les skis sur la neige tassée afin de créer une sorte de plancher. Il fait moins 25 degrés, le vent hurle. Ils mangent un peu de jambon, ils enlèvent leurs chaussures mouillées pour les faire sécher à la chaleur du poêle et ils s'endorment. Et puis, à partir du 2 février, le silence. Plus aucune nouvelle. Les familles s'inquiètent. Les secours sont lancés le 21 février. Une première expédition de secours composée de membres du club de randonnée, de bénévoles et de militaires se lance à leur recherche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous signaler que je suis obligé de flouter un certain nombre d'images pour respecter les règles de YouTube. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez voir les photos d'archives originales non censurées, je vous les ai mises sur mon compte X que vous retrouverez juste ici. Le 26 février, Boris Lobstov et Mihail Sharavin, deux étudiants, accompagnés d'Ivan Pachin, un garde forestier mansi, membre du groupe de recherche qui s'était divisé pour couvrir une zone plus large, aperçoivent une forme sombre dans la neige, à 300 mètres du sommet. Pachin hésite à s'en approcher. Les étudiants s'en approchent seuls et découvrent ce qu'il reste de la tente des randonneurs. Elle est à moitié ensevelie, mais elle est vide. En nous approchant de la tente, nous avons constaté que l'entrée était dégagée de la neige, mais que le reste était enseveli. Autour de la tente, dans la neige, se trouvaient des bâtons de ski et une paire de skis. La neige sur la tente atteignait 15 à 20 cm d'épaisseur. Elle s'était manifestement accumulée et était très compacte. À côté de la tente se trouvait une lampe torche chinoise qui, nous l'avons découvert plus tard, appartenait à Dyatlov. Mais nous ne comprenions pas pourquoi la neige sous la lampe était épaisse de 10 cm alors qu'il n'y en avait pas sur la lampe elle-même. J'ai posé la lampe et j'ai vu qu'elle était éteinte. Je l'ai allumée et elle a éclairé. Je ne l'ai pas remarqué sur le moment, mais on m'a dit plus tard qu'il y avait une trace d'urine près de la tente et qu'à côté de l'entrée se trouvait un piolet. Comme je le disais,
aucun corps n'a été trouvé près de la tente ni à l'intérieur. Les étudiants ont récupéré les journaux intimes et une flasque d'alcool avant de rejoindre le reste du groupe. Quand le reste de l'expédition atteint le lieu de la découverte, ils découvrent au pied de la tente 9 sacs à dos contenant divers effets personnels, mais aussi les chaussures, les vestes, les outils et les vivres des randonneurs. Un jeune enquêteur se souvient avoir appelé une couturière pour réparer son uniforme qui s'était déchiré. Celle-ci jeta un coup d'œil à la tente et affirma avec certitude que les découpes venaient de l'intérieur. Ça va littéralement changer le cours de l'enquête et ce sera par la suite confirmé par l'experte médico-légale. La question qui se pose est donc de savoir pourquoi ils ont découpé la tente de l'intérieur, pourquoi ils ont fui sans aucune protection et sans chaussures en laissant tout derrière eux. Une fuite paniquée, mais provoquée par quoi? Après cette découverte, l'enquête officielle est immédiatement ouverte par le procureur Vassili Tempalov. Le lendemain, le 27 février, les premiers corps sont retrouvés sous un grand cèdre par les mêmes étudiants que le jour précédent, à 1,5 km de là. Au-dessus d'eux, les branches de l'arbre sont cassées sur 5 mètres de haut. Ont-ils essayé d'échapper à quelqu'un ou à un prédateur? Ou ont-ils juste voulu prendre un peu de hauteur pour observer l'horizon? On ne le saura malheureusement jamais. Au sol, les restes d'un feu qui n'a semble-t-il pas vraiment pris. À côté de celui-ci, se trouvent les corps de Yuri Dorochenko et de Yuri Krivonichenko. Dans son rapport, Boris Lobstov explique. En inspectant attentivement les environs, Mikhaïl a aperçu une forme sombre près d'un cèdre. À côté de l'arbre se trouvait une zone plane où gisaient des restes d'un feu. À environ 2 ou 3 mètres du foyer, on a découvert Yuri Dorochenko, gelé, en sous-vêtements et la main brûlée. Et un peu plus loin, on a trouvé Yuri Krivonichenko dans le même état. Sous le corps de Dorochenko se trouvaient 3 ou 4 branches de cèdre d'un diamètre similaire. Les branches de cèdre avaient été coupées au couteau et les traces semblaient montrer que d'autres personnes ont été présentes sur ce second site. Mais ni le couteau, ni d'autres corps ne sont retrouvés sur place. Sont-ils partis chercher du secours? Que s'est-il donc passé? Au fur et à mesure des découvertes, le mystère semble s'épaissir de plus en plus. De nombreux indices sont retrouvés sur les lieux, mais la plupart soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Le jour même, 300 mètres plus haut, c'est le corps d'Igor Dyatlov, le leader du groupe qui est découvert. Il est sur le dos, la tête tournée vers le ciel, la main gauche cherchant vraisemblablement à protéger son visage du froid. Essayait-il de remonter la pente, pour retourner à la tente ou peut-être pour chercher du secours? Encore une fois, on ne peut que faire des suppositions. Légèrement plus haut, Zina Kolmogorova est découverte sous 50 cm de neige par Alma, le chien de sauvetage de l'équipe de recherche. Son corps indique qu'elle essayait tant bien que mal d'avancer quand elle n'en a plus la force. Ses bras sont repliés sous le corps. Ses 2 jambes sont à demi fléchies, la droite repliée contre le ventre en direction de la pente. Probablement qu'elle et Dyatlov étaient partis ensemble. Malheureusement, ils ne sont jamais arrivés. Le 2 mars, toujours aucune trace des 5 randonneurs encore manquants. Mais en fin de journée, à 18h30, ils découvrent un labaz, une sorte de cache de provisions surélevée Manzi, près de la rivière Ospia. Elle contient 55 kg de matériel, de rations, de matériel médical, de divers outils, ainsi qu'une paire de skis et un piolet. Retenez bien cette info. Le 5 mars, le corps de Rustem Slobodin est retrouvé à 480 mètres du cèdre, un peu plus bas que Dyatlov. Lui aussi découvert sous 50 cm de neige, la main gauche tendue montrant qu'il avançait au moment où il s'est écroulé. Contrairement aux autres, il repose sur un lit de glace, ce qui indique qu'il était encore vivant lorsqu'il est tombé dans la neige. Alors jusque-là, les recherches se déroulaient dans un esprit de sauvetage, sans relâche. Les étudiants en oubliaient presque de manger. Mais à la découverte de ce 5e corps, l'espoir de retrouver leurs amis vivants disparut et ils furent submergés par le désespoir. Le 5 mai, donc 2 mois plus tard, la neige commence gentiment à fondre. L'équipe de recherche sonde une zone déjà explorée précédemment, mais alors la neige y était bien plus épaisse que prévu. C'est Boris Lobstov,
qui a découvert la tente et les 2 premiers corps, accompagné cette fois-ci de Vladimir Ashkenazy, qui repère de petites branches de sapin dans la neige. 50 mètres en contrebas du cèdre, cette découverte les mène à une congère. Là, les secouristes se mettent à creuser. À 3,50 m de profondeur, ils découvrent des branches coupées, recouvertes de vêtements, suggérant une tentative désespérée de protection contre ce froid extrême. Là encore, les branches ont été coupées au couteau. Ils sont sur une piste. Le sondage s'intensifie et à 20 mètres de là, il y a quelque chose. Quand l'équipe remonte la sonde, ils découvrent un fragment de chair qui les terrifie. Ils viennent de découvrir le corps de Lyudmila Dubinina. En creusant, ils dégagent son corps. Elle est face contre le ciel. Les 3 derniers corps sont retrouvés là à moins de 30 cm les uns des autres. Les visages sont dans la rivière, rendant l'identification impossible dans l'immédiat. Mais il s'agit bien d'Alexandre Kolevatov, de Nikolai Thibault-Brignol et de Semyon Zolotaryov. N'ayant pas été protégés par la neige, la décomposition est plus avancée. Leurs yeux ne sont plus là et la langue de Lyudmila a disparu. Les visages ont été immergés et se sont décomposés. C'est une véritable scène d'horreur à laquelle font face les secouristes. Autre détail frappant, contrairement aux premiers corps retrouvés, ceux-ci sont bien mieux équipés et portent plusieurs couches de vêtements. Ont-ils pris les vêtements de leurs amis décédés ? Ça expliquerait pourquoi les premiers corps ont été découverts à moitié nus. D'autant plus qu'ils étaient vraisemblablement ensemble, vu le chemin de branche qui a guidé les secouristes jusqu'à eux. Cependant, comme vous l'aurez compris, si la langue et les yeux sont manquants, c'est glauque, mais c'est juste les petits charognards et l'eau du ruisseau qui ont fait leur travail après 2 mois. Pas de torture, juste la nature. Le second choc, ça a été la constatation médicale. Contrairement aux autres, les corps retrouvés près de la rivière révélaient des blessures internes d'une violence inouïe, comme des fractures crâniennes et thoraciques majeures, mais sans aucun traumatisme externe apparent, comme si un véhicule les avait frappés de plein fouet. De plus, certains vêtements montraient la preuve d'une contamination radioactive légère. Les opérations d'extraction sont difficiles dans ce terrain hostile et les pilotes refusent dans un premier temps d'embarquer les corps. Ils savaient qu'ils avaient été contaminés par des radiations et pour cette raison, ils ne les voulaient pas à bord. Mais le colonel Otyukov, pistolet à la main, leur ordonne d'embarquer les corps. Autre fait particulièrement étrange, les opérations de recherche d'autres éléments sur les lieux de la découverte ont été menées à la hâte. La pression venait d'en haut, de Moscou. L'atmosphère était particulièrement tendue et très rapidement, le 28 mai 1959 déjà, l'enquête officielle est close. La conclusion est que la cause de la mort est une force irrésistible que les randonneurs n'ont pas pu surmonter. Le dossier est ensuite classé secret défense pendant plus de 30 ans jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. En février 2019, le procureur Andrei Kouviakov, sous la pression des familles, réouvre l'enquête en privilégiant l'hypothèse de l'avalanche. Quand l'enquête est réouverte en 2019, elle apporte une nouvelle visibilité à l'affaire. Et là, Internet s'embrase. Pas moins de 75 théories voient le jour. On a eu droit à tout. Un enlèvement extraterrestre ? Certains y croient dur comme fer. Des randonneurs situés à 50 km de là affirment avoir vu des sphères oranges flotter dans le ciel près du Kolatsiakl cette nuit-là. Un Yeti ? Une théorie appuyée par une photo, très floue, retrouvée sur un des appareils photo du groupe. Bon, soyons sérieux 2 minutes, il s'agit visiblement d'un des randonneurs. On rappelle qu'on est en 1959. Si en 2026, avec un iPhone 16 Pro, les gens arrivent encore à faire des photos floues de leur chat, imaginez avec le matériel de l'époque dans une tempête de neige. On a aussi eu les évadés du Goulag, l'attaque d'une tribu Mansi, un agent du KGB infiltré ou même une rencontre secrète entre espions russes et américains qui aurait mal tourné. Bref, beaucoup de scénarios dignes d'Hollywood, mais sans grand fondement. Mais parmi tout ce bruit,
il y a 3 théories qui reviennent tout le temps. Et la première, c'est celle qui arrangeait bien les familles. La théorie militaire, c'est la théorie privilégiée par les proches des victimes, notamment Elena Kolevatova, la nièce d'Alexandre. Pour eux, le groupe a été une victime collatérale d'un test militaire secret qui a mal tourné. Et il y a des arguments troublants. Déjà, le contexte. On est en pleine guerre froide. La région de l'Oural est truffée de zones industrielles et militaires. L'hypothèse serait qu'un missile ou une mine larguée par parachute aurait explosé en altitude ou à proximité. Ça expliquerait plusieurs choses bizarres. Premièrement, la couleur des corps. Lors des funérailles à cercueil ouvert, les familles ont été choquées de voir que la peau des randonneurs avait une teinte orange brique ou très bronzée, comme s'ils avaient été exposés à des produits chimiques ou à une forte chaleur. Deuxièmement, la radioactivité. Comme je vous l'ai dit, des traces de contamination radioactive ont été retrouvées sur les vêtements de 2 randonneurs. La question, c'est pourquoi ont-ils cherché de la radioactivité sur des randonneurs morts de froid en plein milieu de l'Oural? C'est une procédure totalement inhabituelle, sauf si on suspecte quelque chose. Troisièmement, le témoignage des Mansi. Des chasseurs locaux ont rapporté avoir trouvé au fil des années des anneaux et des tubes de métal étranges dans la forêt, vraisemblablement tombés du ciel. Et enfin, l'aveu le plus lourd, Lev Ivanov. L'enquêteur principal de l'époque a avoué dans les années 90, après la chute de l'URSS, que le Parti communiste lui avait ordonné de clore l'enquête rapidement et surtout de faire disparaître du dossier tous les témoignages parlant de sphères lumineuses dans le ciel. De plus, la zone du col a été totalement interdite d'accès pendant 3 ans après le drame. Pourquoi boucler une montagne pour une simple avalanche? Selon cette théorie, le souffle d'une explosion ou les vapeurs toxiques d'un carburant de missile auraient poussé les randonneurs à fuir la tente en panique, aveuglés et suffocants. C'est une théorie séduisante parce qu'elle explique le secret défense, mais elle a un gros problème. Ou même plusieurs. S'il y a eu explosion, où est le cratère? S'il y a eu souffle, pourquoi la tente est-elle encore debout avec des bâtons de ski plantés à côté? La peau orange. Le rapport d'autopsie officiel de 1959 parle plutôt de teinte rouge-brun ou brun foncé, due au froid et à la momification. C'est peut-être juste de la méconnaissance ou une interprétation dirigée. Factuellement, aucune trace physique sur le sol ne prouve qu'il y a eu la moindre explosion ce soir-là. La théorie de l'avalanche, celle soutenue par les autorités. On arrive à la théorie la plus rationnelle qui a été relancée très récemment en 2021 par des chercheurs suisses de l'EPFL et de l'EPFZ, épaulés par Viktor Popovnin de l'université de Moscou. C'est là que je vous donne la réponse à mon énigme du début. Quel est le lien avec Disney? Pour prouver leur théorie, les chercheurs ont utilisé le code d'animation de la neige du film La Reine des Neiges. Rien que ça. Leur thèse est celle d'une avalanche de plaques, pas d'une coulée géante comme on voit dans les films ou au milieu des Alpes, mais un bloc de neige compact, dur comme du béton, qui se détache juste au-dessus de la tente. Alors, je vous arrête tout de suite. En Russie, cette théorie ne passe pas, mais alors pas du tout. Pour les locaux, les Mansi et même pour les premiers enquêteurs, c'est impossible. Pourquoi? D'abord la pente. Elle est estimée à environ 23 degrés. Pour qu'une avalanche se déclenche, il faut généralement 30 degrés minimum. Ensuite, les traces. Les secours arrivent, la tente est affaissée mais visible. Une lampe est posée debout et fonctionnelle, ce qui semble impossible si une avalanche lui était passée dessus. On retrouve même des traces d'urine et de pas qui partent calmement vers la forêt. Si une avalanche vous tombe dessus, vous ne marchez pas, vous courez ou vous êtes enseveli. Donc, dossier clos? Pas tout à fait. C'est là que la science contre-attaque. Les scientifiques ont répondu point par point à ces incohérences. Premièrement, l'angle de la pente. Alors oui, la pente moyenne est faible, 23 degrés. Mais Viktor Popovnin est retourné sur place récemment, en 2024, pour faire des relevés au drone et au laser. Résultat, le sol est très irrégulier.
Sous la couche de neige, à l'endroit exact de la tente, la pente réelle atteint par endroits 28 degrés. C'est la limite basse, mais ça suffit pour que ça glisse. Le déclenchement retardé. Pourquoi l'avalanche se déclenche-t-elle 9 à 13 heures après qu'ils aient planté la tente? L'explication tient au vent katabatique. Ce sont des vents violents qui transportaient la neige vers le bas. Pendant que les randonneurs dormaient, le vent a accumulé de la neige juste au-dessus de la coupe qu'ils avaient fait dans la montagne pour installer leur tente. Cette surcharge progressive a fini par faire céder la plaque. Troisièmement, les traces disparues. Pourquoi on n'a pas vu de débris d'avalanche? Parce que les secours sont arrivés 25 jours plus tard. Le vent a eu largement le temps d'effacer les monticules de neige et de lisser le terrain, laissant croire qu'il ne s'était rien passé. Mais le point le plus fort de cette théorie, c'est l'explication des blessures. Rappelez-vous, des crânes fracassés, des poitrines enfoncées, mais aucune trace de coup extérieur. Pas le moindre bleu. Les chercheurs ont retrouvé des tests macabres réalisés par General Motors dans les années 70. Ils utilisaient des cadavres pour tester la sécurité des voitures. Ces tests prouvent qu'une pression lente mais énorme, comme un bloc de neige de plusieurs centaines de kilos, qui vous écrase contre une surface dure, ici le sol de la tente, rigidifié par leur ski, cause exactement ce type de blessure interne sans laisser de marque sur la peau. Si on suit ce scénario, voilà ce qui se passe. La plaque cède, elle tombe sur la tente dans le noir complet. Ils sont écrasés, paniqués. Ils découpent la toile pour s'extraire. Craignant une seconde avalanche, ils fuient vers la forêt en contrebas sans prendre le temps de s'habiller. La peur paralyse la logique. Ils portent leurs blessés ou les aident à marcher. C'est solide, mais il reste des zones d'ombre. Le pathologiste Plamen Dimitrov n'est pas d'accord. Pour lui, les blessures étaient bien trop graves pour qu'il puisse marcher 1,5 km dans la neige profonde, même soutenue. De plus, cette théorie explique la fuite, mais pas la mort dispersée, ni le fait que certains auraient survécu plusieurs heures avant de mourir de froid. Enfin, on reproche souvent à cette équipe suisse d'avoir une approche trop mathématique. Ils ont modélisé la physique, mais ils n'ont pas forcément pris en compte toute la complexité humaine et les incohérences du dossier policier. Ah, mais pour la radioactivité, alors l'explication est toute bête. 2 des randonneurs s'étaient rendus pour travailler et pour visiter sur des sites nucléaires, notamment à Mayak, site d'une catastrophe nucléaire en 1957. Leurs vêtements étaient donc probablement déjà contaminés avant même de partir. Alors, avalanche ou pas? Scientifiquement, c'est possible. Humainement, ça laisse encore des questions sans réponse. Et personnellement, il me reste un problème. On nous explique que le vent a eu largement le temps d'effacer les monticules de neige et de lisser le terrain. Alors ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais alors, pourquoi les traces de pas, elles, sont restées visibles? Enfin, la théorie de l'accident minier caché, soutenue par une experte du dossier, Theodora Adjiska. Et si tout ce qu'on vient de voir était faux? Si la tente, les corps, les traces de pas n'étaient qu'une vaste mise en scène pour nous cacher la vérité? Cette troisième théorie, c'est celle de la scène déplacée. Et croyez-moi, elle s'appuie sur des incohérences qui font mal à la tête. L'incohérence du campement tout d'abord. Reprenons le journal de Dyatlov. Le soir du drame, il écrit noir sur blanc qu'ils ont essayé de monter, mais que le vent était trop violent. Ils sont donc redescendus. Il écrit même « Je ne peux rien imaginer de mieux avec ce vent qui souffle sur la montagne » en parlant du confort de la forêt. Alors, pourquoi auraient-ils planté leur tente sur un flanc de montagne exposé à moins 30 degrés? Sans bois pour le poêle, sans eau, alors que la forêt protectrice était juste en bas. Je rappelle quand même qu'on parle de randonneurs expérimentés. En plus, leur tente. C'était un modèle très spécifique conçu pour être accroché entre 2 arbres. Elle pouvait être posée au sol, mais dans une tempête, elle n'offre clairement pas une résistance suffisante. Là encore, ça colle pas avec leur niveau d'expertise. Selon cette théorie, ils ont bien campé dans la forêt, mais pas n'importe où. Ils se trouvaient sans le savoir à proximité d'un site de minage expérimental géologique. Une explosion accidentelle aurait eu lieu.
Pas sur eux directement, mais suffisamment près pour souffler un arbre qui se serait abattu sur la tente. Ça expliquerait parfaitement les blessures par écrasement, les côtes brisées, les crânes enfoncés. Sans trace de lutte, imaginez un tronc d'arbre qui s'effondre sur vous pendant votre sommeil. Un juge à Ivdel, à l'époque, a rapporté un détail troublant. Le procureur Tempalov lui aurait confié avoir vu des cratères suspects dans le sol, non loin du lieu réel de l'accident. C'est là que ça devient digne d'un film d'espionnage. Des témoins affirment que les corps ont été repérés bien avant la date officielle lors d'un vol de surveillance de routine en hélicoptère par la compagnie minière. Ils auraient été discrètement récupérés et ramenés à la morgue d'Ivdel. Une infirmière et un médecin légiste de l'époque auraient même décrit l'arrivée de ces corps correspondant parfaitement aux randonneurs, avant qu'ils ne disparaissent mystérieusement de la morgue. Pourquoi ? Parce que le 20 février, la panique s'installe chez les responsables locaux. Une commission d'enquête est annoncée et arrive de Moscou. En URSS, en 1959, si vous êtes responsable d'un accident industriel qui tue 9 étudiants de l'élite, vous perdez pas juste votre job, vous finissez au goulag. Le parti veut un coupable, peu importe qui. Les responsables de la mine doivent donc nettoyer la scène pour éviter qu'on ne remonte jusqu'à eux et leurs tests illégaux ou ratés. Ils auraient donc récupéré les corps à la morgue pour les remettre où ils les ont trouvés. Ils prennent ensuite la tente ainsi que le matériel et vont déposer le tout plus haut sur le flanc de la montagne Kolatsiakl. Pourquoi là-haut ? Parce que c'est loin de la forêt, loin du site minier, et ça rend l'hypothèse d'une mort naturelle par le froid beaucoup plus crédible. Et le détail qui tue, les fameuses traces de pas. On a dit qu'il y avait 8 paires d'empreintes. Mais selon cette théorie, écoutez bien, ce ne sont pas des gens qui courent, c'est des traces profondes et régulières. Elles correspondraient en réalité à l'aller-retour de 4 hommes transportant du matériel pour maquiller la scène. 4 hommes qui font l'aller-retour, ça fait 8 traces. Et d'autres détails vont dans le sens de cette théorie. La trace d'urine suffisamment fraîche pour être détectée près de la tente, mais surtout le piolet. Rappelez-vous, il y a un piolet vers la tente planté dans le sol et un autre dans le stock vers la rivière. Sauf que les documents de l'expédition, et notamment la liste du matériel que voici, n'indiquent qu'un seul piolet. Troublant. Cette hypothèse est terrifiante de cynisme. Elle explique l'emplacement illogique de la tente, la nature des blessures et le témoignage sur les cratères. Mais elle implique une conspiration des pilotes, des médecins et des responsables locaux qui auraient gardé le secret toute leur vie. Est-ce que c'est possible ? Je dirais qu'en Union soviétique, tout était possible quand il s'agissait de sauver sa peau face au parti. Alors je sais, vous espériez probablement des réponses définitives et je vous laisse peut-être avec encore plus de questions qu'au début. Mais au-delà des théories, une chose est certaine, c'était pas juste des victimes, c'était des survivants. Imaginez la scène, dans le noir, blessés, écrasés, gelés par moins 30 degrés. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont porté leurs amis qui ne pouvaient plus marcher. Ils ont partagé leurs derniers vêtements. Ils ont fait un feu ensemble. Ils se sont battus, unis jusqu'au bout contre une force impossible à vaincre. Le mystère est peut-être loin d'être résolu. Il ne le sera probablement jamais parce qu'il est impossible d'avoir une certitude en arrivant sur les lieux 25 jours après le drame, sans témoin, sans preuve. Et c'est probablement pas 67 ans plus tard qu'on va en trouver. Mais une chose est certaine, la légende de leur courage, elle, ne fait aucun doute. Maintenant, j'ai besoin de votre avis de détective dans les commentaires. Quelle est selon vous la théorie la plus crédible ? L'avalanche ? Le complot militaire ? Ou est-ce qu'au fond, vous gardez un petit doute sur les fameuses sphères oranges ou même sur le Yeti ? Si ce format enquête vous a plu, mettez un énorme pouce bleu. Ça m'encouragera vraiment à creuser d'autres dossiers aussi complexes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve mercredi pour parler d'un tout autre sujet. C'était Peanut, restez curieux et surtout, couvrez-vous bien. Ciao!